Si vous portiez l'arme d'escouade la plus puissante d'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, vous aviez environ 30 minutes à vivre une fois que les tirs commençaient. C'était l'espérance de vie estimée pour un tireur de BAR. Parce que les Allemands ont compris très rapidement que le moyen le plus rapide de neutraliser une escouade américaine était de tuer d'abord l'homme tenant le fusil automatique. Mais le champ de bataille n'était qu'une partie de l'histoire sombre de cette arme. Avant même de revenir terrifier les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, le BAR allait devenir l'outil favori des criminels les plus violents d'Amérique, perçant les voitures de police et les agents pendant les pires années de la Prohibition. Maintenant, avant d'expliquer pourquoi les Allemands en sont venus à tant détester et craindre cette arme, nous devons comprendre quel problème elle était censée résoudre au départ. Et cela nous ramène aux tranchées de la Première Guerre mondiale, où l'infanterie attaquante faisait face à un cauchemar qu'aucune arme existante ne pouvait résoudre. Le problème fondamental était le timing. L'artillerie pouvait pilonner les tranchées ennemies avant un assaut, supprimer les défenseurs, les forcer à rester à couvert. Mais ce bombardement devait cesser avant que les troupes amies ne passent par-dessus le parapet. Sinon, vous bombarderiez vos propres hommes pendant leur avancée. Et dans cet intervalle entre le moment où l'artillerie cessait et celui où les attaquants atteignaient réellement la tranchée ennemie, les défenseurs qui s'étaient cachés dans les abris remontaient, installaient leurs mitrailleuses et fauchaient vague après vague d'hommes traversant le terrain découvert. Les tactiques traditionnelles de tir et de mouvement, où une partie d'une unité tire pendant que le reste avance, ralentissaient tout et réduisaient la quantité de feu que vous pouviez diriger sur l'ennemi parce que seulement une partie de votre force tirait réellement à un moment donné. Ce dont les armées avaient besoin était un moyen de maintenir un tir continu pendant que toute la ligne d'assaut avançait ensemble. Les Français ont trouvé une réponse partielle avec le Chauchat. Vous en avez probablement entendu parler et probablement pas de manière flatteuse. Mais voici ce qu'on oublie souvent à propos du Chauchat. C'était en fait la première arme à montrer qu'un seul soldat pouvait porter une puissance de feu automatique en avant pendant un assaut. Les unités françaises utilisaient les équipes de Chauchat non seulement pour délivrer un tir général, mais comme chasseurs de mitrailleuses mobiles, se déplaçant vers les positions ennemies avec des grenades et un tir automatique pour les neutraliser. Le concept fonctionnait, mais l'exécution laissait beaucoup à désirer. Le Chauchat était difficile à tirer depuis la hanche. Son système de long recul produisait un recul irrégulier qui combattait le tireur, et les pièces externes s'accrochaient à tout. Les troupes américaines, qui ont reçu des versions converties en 3.06, ont rencontré des problèmes de fiabilité encore pires. Donc, bien que les Français aient prouvé que les armes automatiques portables pouvaient changer la façon dont les assauts d'infanterie fonctionnaient, ils n'avaient pas construit l'outil idéal pour le travail. Les mitrailleuses lourdes existaient bien sûr, mais leur poids, leur besoin de refroidissement et le fait qu'elles nécessitaient des équipes entières pour fonctionner en faisaient des armes défensives. Vous ne pouviez tout simplement pas avancer à travers le no man's land en traînant une Maxim refroidie par eau derrière vous. L'armée américaine a examiné des alternatives, y compris la mitrailleuse légère française Berthier, qui a en fait bien fonctionné lors des tests avec le corps des Marines et l'armée en 1917. Mais des problèmes de fabrication et d'argent ont tué ce programme. Au final, le travail de construction d'un fusil automatique spécialement conçu pour ce qu'ils appelaient le tir en marchant est allé à John Moses Browning. Et à ce stade de sa carrière, Browning avait des décennies d'expérience dans la conception d'armes à feu à travers plusieurs systèmes. Si quelqu'un pouvait résoudre ce problème, c'était lui. Ce que Browning avait en tête était quelque chose de très précis. Il voulait un fusil portable, chambré en 3.06, capable de tir semi-automatique et entièrement automatique, assez robuste pour gérer la boue et les débris, fiable dans les pires conditions, et alimenté par un chargeur plus grand que le fusil de service standard à 5 cartouches. La capacité du chargeur s'est fixée à 20 cartouches pour une utilisation au sol. Des chargeurs de 40 cartouches ont été testés, mais ils se sont révélés trop encombrants pour le tir en position couchée et ont été pour la plupart mis de côté. Maintenant, voici le concept tactique autour duquel toute l'arme a été construite. Et cela compte parce que cela explique pourquoi le BAR original fonctionnait comme il le faisait. Un groupe de soldats équipés de BAR avancerait sur une position ennemie, tirant principalement depuis la hanche et principalement en mode semi-automatique. Le but était de mettre suffisamment de feu sur l'ennemi pour maintenir les défenseurs cloués pendant que la ligne d'assaut réduisait la distance. Vous n'essayez pas de toucher des cibles spécifiques à ce stade. Vous essayez de faire en sorte que chaque Allemand dans cette tranchée garde la tête baissée au lieu de vous tirer dessus. Ensuite, une fois que l'assaut arrivait à très courte portée, le sélecteur serait basculé en automatique complet pour des rafales courtes et intenses pendant la ruée finale et les combats de tranchées qui suivaient.
Ce concept a en fait été comparé à l'idée ultérieure du fusil d'assaut, c'est-à-dire une arme utilisée principalement pour un tir semi-automatique contrôlé, mais avec une option automatique lorsque nécessaire de près. La différence clé est que le BAR faisait cela avec une cartouche 306 de pleine puissance, tandis que les fusils d'assaut ultérieurs ont été construits autour de cartouches intermédiaires beaucoup plus faciles à contrôler en automatique complet. Le BAR demandait aux soldats de gérer un recul sérieux, mais le gain était une puissance d'arrêt et une portée que les cartouches plus légères ne pouvaient tout simplement pas égaler. Un détail qui mérite d'être mentionné est la conception du sélecteur de tir. Browning l'a rendu délibérément rigide, nécessitant un effort réel pour bouger, nécessitant souvent 2 doigts ou même les 2 mains. Le sélecteur se déplaçait de la sécurité, qui était la plus proche du tireur, vers l'avant pour le semi-automatique, puis vers l'avant à nouveau pour l'automatique complet. Passer du semi à l'auto était facile grâce à un arrêt à ressort, mais revenir à la sécurité nécessitait une force délibérée. De cette façon, un soldat changeant de mode sous stress ne pouvait pas accidentellement se retrouver en position non sécurisée et trouver son fusil mort au pire moment. Le BAR original pesait environ 16 livres. Comparez cela au fusil Lewis à plus de 20 livres. Cette différence comptait parce que le tir à l'épaule faisait partie de ce que le BAR était censé faire. Vous ne pouviez pas tirer de manière réaliste avec un Lewis depuis l'épaule, mais le BAR était conçu pour cela lorsque la situation nécessitait des tirs visés. Les viseurs provenaient directement du modèle de 1917 du fusil Enfield qui avait un excellent système de viseur arrière à œilleton, bon pour un tir raisonnablement précis à distance. La production s'est transformée en son propre genre de désordre avec 3 entreprises différentes impliquées: Colt, Winchester et Marne. Il y a eu des litiges contractuels, des retards de production et à un moment donné, Browning lui-même a refusé de participer aux démonstrations Winchester de sa propre conception en raison d'anciennes rancunes entre eux. À la fin de la guerre, environ 52 000 BAR M1918 existaient et environ 48 000 d'entre eux ont été expédiés outre-mer avant l'armistice. Même si les BAR arrivaient en France à l'été 1918 avec au moins 17 000 dans le pays à la fin juillet, les unités américaines continuaient souvent à utiliser des Shosha au front pendant que les BAR s'accumulaient en réserve. Et c'était intentionnel. Le général Pershing craignait qu'une utilisation précoce limitée du BAR ne permette aux forces allemandes de capturer des exemplaires, de comprendre comment ils fonctionnaient et peut-être de commencer à fabriquer les leurs. À l'époque, les commandants s'attendaient toujours à ce que la guerre se poursuive jusqu'en 1919, avec des offensives majeures prévues pour le printemps des 2 côtés. Pershing voyait le BAR comme une arme potentiellement décisive et ne voulait pas la révéler trop tôt. Son plan était de la déployer en grand nombre d'un seul coup, équipant des divisions entières en même temps, plutôt que de la laisser s'infiltrer au combat pièce par pièce, où les Allemands pourraient en attraper une et l'étudier. La première utilisation au combat réel a eu lieu le 22 septembre 1918, juste avant l'offensive Meuse-Argonne. Les premiers rapports disaient qu'il fonctionnait exceptionnellement bien lors des tirs, plus facile à manipuler et plus efficace que le Shosha, ce qui, pour être honnête, n'était pas difficile à réaliser. Comme les engagements étaient encore assez rares et que le fusil avait un temps limité sur le terrain, les premiers tests mesuraient souvent à quel point il résistait à la marche, à la boue et au manque de nettoyage plutôt qu'aux fusillades soutenues. Les données montraient que les BAR étaient beaucoup moins susceptibles d'être abandonnés pendant les avancées par rapport aux autres armes automatiques. Lorsque les armes plus légères tombaient en panne en plein assaut, les soldats les abandonnaient souvent plutôt que de s'arrêter pour les réparer. Et tandis que 400 Shosha ont été abandonnés lors d'opérations comparables, seulement 72 BAR ont subi le même sort. Le BAR était livré avec son propre équipement web dédié. 3 ceintures différentes existaient. Une pour le tireur, une pour le premier assistant et une pour le second assistant. La ceinture du tireur était la plus intéressante, car elle comprenait une coupelle métallique montée sur le côté droit, conçue spécifiquement pour tenir la crosse du BAR pendant le tir en marchant. Le tir à la hanche en avançant n'était pas quelque chose que les soldats improvisaient. C'était la doctrine officielle. Dès les premières rencontres, le BAR a terrifié les Allemands, qui n'avaient jamais vu ni entendu quelque chose de tel. Les unités américaines ont signalé avoir capturé de nombreux prisonniers qui étaient simplement trop secoués par la nouvelle arme pour continuer à se battre. L'armistice a écourté la période où le BAR aurait pu pleinement faire ses preuves dans cette guerre. Mais les bases étaient posées pour sa redoutable réputation. Mais avant que le BAR ne terrifie à nouveau les Allemands lors de la prochaine guerre mondiale, il allait jouer un rôle dans certains des événements les plus sombres de l'entre-deux-guerres. Et ceci n'avait rien à voir avec les services militaires.
Lorsque la Première Guerre mondiale s'est terminée, ces 52 000 BARM 1918 étaient entreposés dans des dépôts militaires et des armureries de la Garde nationale à travers l'Amérique. Les installations de la Garde avaient du personnel à temps partiel et une sécurité plus faible, ce qui en faisait des cibles faciles. Et pendant les années les plus violentes de la Prohibition, les criminels les plus notoires d'Amérique en ont pleinement profité. Clyde Barrow a fait du BAR son arme signature. Il le préférait au pistolet mitrailleur Thompson parce que la cartouche 306 pouvait percer les portes en acier épais et les ailes des automobiles des années 1930. Quelque chose que le 45 ACP du Thompson ne pouvait pas faire de manière fiable, ce qui s'avérait pratique pour les fusillades avec la police se cachant derrière leur voiture. Le 7 juillet 1933, Clyde et Buck Barrow ont cambriolé une armurerie de la Garde nationale à Enid, Oklahoma, volant 5 BAR, 46 pistolets Colt 45 et 10 000 cartouches de munitions. Clyde a modifié ses armes volées en coupant le canon et le tube de gaz, en coupant la crosse juste derrière la poignée pistolet et en soudant 3 chargeurs de 20 cartouches ensemble pour se donner 60 cartouches avant de recharger. Il construisait essentiellement des versions rudimentaires de ce que Colt vendrait plus tard sous le nom de Monitor. La puissance de feu du gang Barrow était dévastatrice contre les forces de l'ordre armées de revolvers et de fusils de chasse. Lors d'une fusillade en 1933 à Joplin, Missouri, Bonnie Parker a fourni un tir de couverture avec un BAR pendant que le gang tuait 2 agents de la loi. Un sergent de la patrouille routière a rappelé que la petite femme rousse a rempli son visage d'éclats de l'autre côté de cet arbre avec une de ses armes. Lorsque Bonnie et Clyde ont finalement été pris en embuscade en mai 1934, leur voiture contenait 3 BAR entièrement automatiques et 100 chargeurs de 20 cartouches chargées. Cette violence a conduit directement à la loi nationale sur les armes à feu de 1934, qui a imposé une taxe de $200 sur les mitrailleuses. Cela peut ne pas sembler beaucoup aujourd'hui, mais en 1934, cela équivalait à environ $4 700, délibérément fixé assez haut pour que la plupart des gens ne puissent jamais se le permettre. Colt a répondu en développant le R80 Monitor spécifiquement pour les forces de l'ordre avec un canon de 18 pouces qui a ramené le poids à seulement 14 livres. À la fin des années 1930, avec une autre guerre semblant de plus en plus probable, l'armée américaine a décidé de mettre à jour le BAR. Et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner d'une manière qui affecterait les soldats pendant les 2 décennies suivantes. Le M1918A2, adopté en 1938, était un changement fondamental dans la façon dont l'armée pensait au BAR. Ils se sont débarrassés entièrement du tir semi-automatique, le remplaçant par 2 cadences automatiques. Lent, à 300 à 450 coups par minute en utilisant un tampon hydraulique, et rapide à 500 à 650 coups par minute. Le réducteur de cadence était essentiellement un dispositif compliqué qui se bloquait chaque fois qu'il n'était pas nettoyé régulièrement, ce qui, dans les conditions de combat, signifiait qu'il se bloquait beaucoup. Les changements ont également ajouté du poids. Les 16 livres d'origine sont passés à près de 20, une fois que vous avez boulonné le bipied, le cache-flamme et le monopode de crosse articulé. Le viseur arrière à œilleton de style Première Guerre mondiale, qui était en fait assez bon pour le tir visé, a été échangé contre un arrangement différent que beaucoup trouvaient moins utile. La crosse a été remodelée pour le tir en position couchée. Vous voyez, l'armée essayait de transformer le bar en mitrailleuse légère, et la plupart de ces changements ont rendu l'arme pire dans ce que le M1918 original faisait le mieux sans en faire réellement une véritable mitrailleuse légère non plus. Le bipied est un exemple parfait. Il a ajouté près de 3 livres à une arme qui pesait déjà 20 livres. Et parce qu'il se montait à la bouche, il causait en fait une flexion du canon qui nuisait à la précision. Les soldats sur le terrain le trouvaient souvent plus ennuyeux qu'utile. Le canon fixe était le plus gros problème par rapport aux vraies mitrailleuses légères. Contrairement aux Bren britanniques ou aux MG34 et MG42 allemands, les tireurs américains ne pouvaient pas échanger les canons surchauffés pendant un tir soutenu. La précision diminuait considérablement après un tir prolongé, et la seule solution était de se limiter à des rafales contrôlées. Le plus drôle, c'est que FN en Belgique avait offert à l'armée américaine leur conception de canon à changement rapide et un meilleur réducteur de cadence entre 1938 et 1939. Mais l'armée les a refusés parce que cela ne fonctionnerait pas avec les récepteurs M1918 existants. Alors, qu'ont réellement fait les soldats avec toutes ces améliorations ? Ils les ont enlevés. Le lieutenant-colonel John George a écrit que 2 semaines après leur arrivée à Guadalcanal, ils avaient jeté tous les gadgets, y compris le bipied, et utilisé les armes complètement nues,
de la façon dont le vieux John Browning les avait construites au départ. La production de la Seconde Guerre mondiale a atteint environ 190 000 armes. La doctrine d'entraînement faisait du BAR la seule arme automatique de l'escouade avec une équipe de 3 hommes, tireur, assistant-tireur et porteur de munitions. Le tireur portait 220 cartouches dans 11 chargeurs de 20 cartouches, tandis que l'assistant portait plus de chargeurs et se tenait prêt à prendre le relais lorsque le tireur tombait. Et c'est le mot-clé, lorsque, pas si. Tous les membres de l'escouade recevaient une formation de base au BAR parce que l'armée s'attendait à ce que les tireurs désignés deviennent des victimes. Le BAR était la chose la plus dangereuse à porter parce qu'éliminer cette seule arme signifiait que la capacité de toute l'escouade à délivrer un tir de suppression chutait dramatiquement. Donc, chaque Allemand qui repérait une escouade américaine savait exactement qui tirer en premier. Un rapport de renseignement notait que dans tous les engagements d'infanterie, l'ennemi accordait constamment une attention prioritaire aux bars dans l'escouade. Les Allemands capturaient des bars américains et les mettaient en service eux-mêmes. Ils utilisaient également des bars de fabrication polonaise qu'ils avaient saisis lors de l'invasion de 1939 et ont continué à les utiliser jusqu'à la fin de la guerre. Environ 20 000 avaient été en service polonais avant que les Allemands ne prennent le pays. Maintenant, pour avoir une idée de ce à quoi les Américains étaient réellement confrontés, la majorité des soldats allemands portaient des fusils à verrou Kar 98. Des armes comme le STG-44 ou le FG-42, qui pourraient être considérées comme à peu près similaires à ce que le BAR essayait de faire, sont sorties en nombre beaucoup plus petit. Le FG-42 n'a vu qu'environ 7000 unités construites. Le STG-44 a atteint quelques centaines de milliers, mais le Kar 98 à verrou a vu plus de 14 millions produits, ce qui vous montre la différence claire d'échelle. Les escouades allemandes étaient construites autour de leurs mitrailleuses MG-34 et MG-42, avec les fusiliers là principalement pour soutenir et protéger l'équipe de mitrailleuses. Donc, bien que ces mitrailleuses allemandes spécialement conçues surpassaient largement le BAR en tir automatique soutenu, le BAR à son tour pouvait surpasser plusieurs soldats allemands armés de fusils à verrou restants de la guerre précédente. Maintenant, laissez-moi vous parler de certains des hommes qui ont porté cette arme et de ce qu'ils ont fait avec pour rendre cette haine allemande encore plus profonde. Charles Delopère, de la 82e aéroportée, est devenu le seul soldat de cette division à recevoir la médaille d'honneur pendant la campagne de Normandie. Son peloton a été pris dans une position où il faisait face à une destruction complète. Alors Delopère a fait un choix que tout le monde dans cette unité savait signifier sa mort. Il est sorti de sa couverture et s'est agenouillé au milieu de la route, complètement exposé, tirant avec son BAR pour couvrir leur retrait. Il a été touché presque immédiatement, mais a continué à tirer rafale après rafale, jusqu'à ce qu'il soit finalement tué. Ses camarades ont trouvé plus tard le sol autour de sa position couvert d'Allemands morts et d'armes automatiques détruites. Wilson Watson de la 3e division de Marines a gagné le surnom de régiment à lui seul sur Iwo Jima. Pendant 2 jours en février 1945, il a tué 60 soldats japonais, tirant depuis la hanche en chargeant des casemates exactement de la façon dont John Browning avait initialement imaginé que le tir en marchant fonctionnerait. Il a grimpé une pente déchiquetée sous un feu nourri, a atteint le sommet et a tenu sa position pendant 15 minutes jusqu'à ce que ses munitions soient complètement épuisées. Et puis il y avait Henry Shower de la 3e division d'infanterie, qui a réalisé ce que certains appellent la plus grande performance de tir avec un BAR de toute la guerre. Pendant les combats en Italie, il a marché 30 mètres droit vers le feu ennemi, s'est arrêté pendant que 4 fusiliers allemands lui tiraient dessus et les a tous tués avec 4 rafales à différentes portées. Ensuite, il a abattu 2 mitrailleurs à 60 mètres avec une seule rafale, suivi de 4 autres Allemands à 500 mètres avec un tir précis. Le lendemain, il a anéanti une autre équipe de mitrailleuses de 4 hommes à 80 mètres, pendant que des obus de chars atterrissaient à 20 mètres de l'endroit où il se tenait. Ses compagnons soldats ont commencé à l'appeler tireur d'élite. Dans le bocage de Normandie, le bar s'est avéré essentiel pour les combats rapprochés, où vous ne pouviez souvent pas voir plus de 100 mètres. Le tir automatique lourd était considéré comme le meilleur moyen de débusquer les défenseurs des haies, et les soldats suppliaient, empruntaient ou volaient des BAR supplémentaires chaque fois qu'ils le pouvaient pour contrer la puissance de feu allemande. Contre les charges Banzai japonaises dans le Pacifique, le tir automatique du BAR signifiait souvent la différence entre tenir une position et être submergé. Les Marines ont compris cela, et à la fin de la guerre, avaient augmenté les BAR de 513 par division en 1943 à 867 par division en 1945. Construisant des escouades de 13 hommes avec 3 équipes de feu, chacune portant son propre BAR.
Les conditions tropicales ont apporté leurs propres problèmes. Le cylindre de gaz, qui n'a jamais été amélioré en acier inoxydable, rouillait complètement à cause des munitions M2 à amorce corrosive si vous ne le démontiez pas et ne le nettoyiez pas tous les jours. Les crosses en bois pourrissaient dans l'humidité, ce qui a conduit à l'introduction en 1942 de crosses en plastique fabriquées par Firestone Rubber. Et le chargeur de 20 cartouches restait un casse-tête constant, se vidant en environ 2 à 4 secondes de tir soutenu et forçant des rechargements constants pendant que les armes allemandes, alimentées par bande, pouvaient continuer à tirer pendant 250 cartouches ou plus sans s'arrêter. Le BAR est resté en service comme arme automatique d'escouade principale pendant la guerre de Corée, et certains disent qu'il était encore utilisé au début des années du Vietnam par des soldats qui valorisaient sa puissance de feu par rapport aux options plus récentes. La mitrailleuse M60 a été formellement adoptée en 1957 comme remplacement éventuel lorsque les limitations du bar l'avaient finalement rattrapé. Le canon fixe, le chargeur de 20 cartouches, le poids et la nécessité de passer à la nouvelle cartouche standard Autan 7,62 x 51 mm, donc une arme conçue pour le tir en marchant dans les tranchées de 1918, a fini par servir jusqu'en Corée dans un rôle complètement différent de ce que Browning avait jamais imaginé. Et il a fallu à l'armée près de 40 ans pour finalement la laisser.